s'appelle Gervais Vianney-Gongon, bonsoir. Bonsoir. Ne fais pas ton timide ici. Hein. Je vais essayer. Alors, c'est Joe qui a la première question. Mais avant, oulala, je n'avais pas fini ma phrase. Il est encore dans la rue. J'ai dit. Nous sommes dans une émission. J'ai juste dit que c'est Joe qui a la première question, mais laissez-moi. Ah oui. Et avant, c'est comment? On est là. Tu n'es pas tombé. C'est vous qui avez tout gâté. Ah bon, c'est pas grave. On n'avait pas compris. Le plan, il faut toujours parler. Voilà, c'est très important. Donc, pardon, Joss, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. C'est que dans un pays comme le nôtre, où chacun veut mettre un peu de lumière sur lui, s'il y a des gens qui décident d'offrir la lumière aux autres, et qu'à travers ces autres-là, ils finissent par avoir la lumière même sans vouloir. C'est ça le truc. Hein. C'est ça. Rien compris. Hein. Donc, papa, je sais que ton travail n'est pas facile. Et que souvent, tu dois pouvoir t'asseoir, prendre quelques cacahuètes pour pouvoir réfléchir. Donc, je me suis battu avec mon sac de la diaspora. Il a fait un mois. Donc, j'ai dit, papa, mets ça sur ta table. C'est sorti du sac, montre le sac. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Comment? Voilà. Donc, j'avais été souhaiter la bienvenue. Merci. Ne mets pas tout dedans. Des fois, il y a un autre sac banjo. Merci, mon frère. Ça ne raconte pas tout. Dis, pose ta question. Ah là 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 là, Gervais. Ah là là, Gervais. Donc, la première question, ça vient de mon auteur, la dame. Et naturellement, c'est une fille. Elle demande pourquoi es-tu si mignon, Gervais? Non, c'est pas la la vraie question, c'est. Ça, c'est la question de ses parents là-bas. On ne concerne pas. C'est comment te retrouves-tu dans le monde de la musique? Voilà. Comment je me retrouve dans Tu le aurais pu monde? produire pour le cinéma, par exemple. Pourquoi la musique? Parce que avant, peut-être ce que peu de gens savent, c'est qu'avant, je dansais. J'étais danseur, je faisais même des compétitions de danse ici. Ce qu'on appelle avant battle. Parce que j'étais très dans la danse. Et après, il y a des successions d'événements qui ont coïncidé. Ça veut dire, quand je vais à Montréal pour mes études, mon frère, il est en couple avec une artiste que je côtoie beaucoup, Vibi, ça se connaît. Oui, Vibi, Voilà, donc on vivait comme ensemble dans la même maison, tous. Donc le virus entrait encore plus. Et sur place, même à Montréal, j'étais promoteur de clubs, d'événements. Donc je côtoyais pas mal d'artistes étrangers, des Américains qui venaient, tout le reste on organisait. Ça faisait encore entrer plus cette chose-là. Mais il n'y avait pas une décision de je veux être dans la musique. C'était plus, je flirtais avec le milieu musical. Après, je reviens au Cameroun m'installer en 2011. Et même là, j'ai mon petit frère. Ne raconte pas tout parce que. Oui, ça me permet. Oui, ça te permet Non, mais c'est vous. Question du passé. Voilà. D'abord, quel était ton... Bon, ça c'est une question d'utilité publique, il ne faut pas l'oublier. Voilà, il faut savoir que la vie de la nation en dépend, hein, la réponse que tu vas donner. Alors, quel était ton lien avec la musique tout petit? Est-ce que tu avais... Quel était ton rapport avec la musique? J'avais pas un lien particulier, mais je pense que j'ai grandi où on écoute la musique normalement, naturellement, sans. J'ai pas un oncle ou une cousine. Il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui est musicien? Non, j'écoutais la musique comme tout le monde et je dansais comme tous les enfants. J'ai toujours aimé danser. Ça, tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait. C'est qu'aujourd'hui, on se comporte un peu sinon. Donc, à la fin, on peut nous mettre une petite musique là, tu nous fais un truc. Tu veux commencer là? Oui, parce que. Tu vois, tu as d'abord joué les timides, non, on se disait, mais le monsieur. Si tu fouilles bien, même sur YouTube, peut-être tu peux trouver des vidéos. Aïe. Donc, tu es le genre qu'on te voit, te sait plus. C'est quand tu es sur la scène qu'on ne te reconnaît plus. Alors, Haroun? Moi, c'était la 3. Non, c'est pas encore toi, c'est ça? Mais Je peux la poser. Hein. Alors, pourquoi le choix d'être en backstage plutôt qu'au devant de la scène? Parce que voilà, la danse, tu étais quand même devant. Hein. Et puis, tu choisis d'être derrière, là. Oui, parce que je pense que vous l'avez un peu résumé, c'est la lumière que mon travail donne, qui m'a donné de la lumière à moi, que je cherchais pas particulièrement, mais pour moi le plus important, quand je me suis engagé à travailler avec les artistes, que ce soit en tant que producteur ou manager, c'est de faire briller ces artistes-là. C'est par eux que j'ai vu mon succès. Mais qu'est-ce qui a motivé ce choix professionnel à la fin? Parce que tu arrives quand même dans un contexte assez compliqué
au détriment de ta carrière de base. Tu as fait quelles études? J'ai un peu changé. À la base, quand je vais à Montréal, je vais à l'école polytechnique de Montréal, pour être ingénieur. Après, j'ai switché, justement, c'est tout. Pourquoi tu as switché? Tu es allé faire quoi? C'est là où j'ai viré en marketing. Parce que tout ce qui était promotion et tout ça là, comme je dis, événements, ça m'a montré ma vraie passion. Parce que à l'école, au collège, ici, j'avais de très bonnes notes. J'ai eu un bac C avec mention. La suite logique, c'était je rentre dans tout ce qui est scientifique. Oui, bien sûr. Mais je souviens un problème d'orientation qu'on a parce que tu es bon en maths, va faire cela, mais c'était pas vraiment ma passion. J'avançais sans vraiment aimer ce que je faisais. C'est quand sur le plan professionnel, entre guillemets, parce que c'était plus en mode job, que j'ai touché certaines réalités que j'ai dit, hey. Et à ce moment-là, ça coïncide où je parle avec mes parents et là-bas, j'étais un peu perdu. C'est là que je reviens au Cameroun et je viens, quand j'entre dans le marketing, c'est pas dans la musique directement. Je fais le concours de l'UQAC, l'Université catholique d'Afrique centrale, que j'ai réussi. Donc, j'ai eu une licence en marketing, communication, vente à l'UQAC à Yaoundé. Je suis allé faire un master en marketing. Et c'est la passion de la musique qui vient croiser le marketing et ça donne ensemble. Les parents acceptaient ça facilement, marketing et après marketing, musique. Marketing, enfin j'ai la chance d'avoir des parents assez ouverts qui essaient de comprendre ce que tu veux vraiment et qui te passionnent. Un moment, c'est ce qui te rend heureux, oui. Est-ce que ton idée est mûrie et je sais exprimer ce que je veux clairement et dire que voilà les raisons pour lesquelles je veux faire telle chose. Et après, le succès dans cela, ça assoit encore plus cette idée-là. Succès financier ou bien le succès seulement déjà, le succès académique, si tu vas à l'école, c'est cela. Après, pour la musique, on en parlait, au début, elle a peur. Comme toute maman, est-ce que c'est une vraie voix? Mais quand tu arrives au bureau, tu vois tes collègues qui chantaient la chanson du petit que tu voyais passer à la maison. Alors, ça joue, ouais. Quand même. Après, on demande qu'est-ce que ça paye les factures? Forcément, à un moment, ça commence à payer les factures. Donc, elle est bien consciente que ça ne peut pas se faire en un jour. En fait, ça ne peut pas se faire en un jour, mais au moins, tu vois. Tu vois la tomate, c'est exactement. C'est vrai. Mais la notoriété, même cette petite notoriété-là, quoi qu'on dise, ça parle. Oui. Ça parle. Tu vois, c'est mon fils, Loco, c'est mon fils, je l'ai vu grandir à la maison, là, il passait souvent, tu vois. Arun? Voilà, c'est ma question. Comment montes-tu le label Big Dream Entertainment? Comment je monte le label? C'est une très bonne question. À la base, comme j'ai rencontré Loco et en fait, tu as rencontré Loco avant de créer Big Dream. Exactement. C'est Loco qui m'amène dans la musique. Ah voilà, parce que c'est ça. De manière professionnelle. Ça veut dire, moi, lui, c'est l'ami de mon petit frère. Voilà. Mon petit frère qui rappait avant, qui rappe moins, mais qui fait autre chose maintenant. Je rencontre Loco à un festival, et il est fantastique, je pense, où j'étais juste venu accompagner 2-3 amis. Je vois mon petit frère. Il me dit, ça tombe bien comme tu es là. Tout à l'heure, je presse. Parce que depuis qu'il faisait le rap, il avait l'impression que je n'avais pas beaucoup d'attention sur ce qu'il faisait. C'est là où je les vois sur scène. Et leurs prestations me marquent. Loco aussi. Et à ce moment-là, je suis président de l'association, vice-président de l'association culturelle à l'Université catholique. Oui. Du coup, à la fin, je dis, il faut que je vous invite, vous venez prester, parce qu'on a tout le temps des événements et tout ça. C'est comme ça que je les invite. Et je revois Loco une autre fois parce qu'il y a un autre club qui l'a invité. Là, j'ouvre la conversation, je dis, mais en fait, c'est quoi tes ambitions, c'est quoi ton truc? Parce que je connais quand même un peu les gens du milieu. Même au Cameroun, je connaissais déjà 2-3 personnes parce que je tournais souvent dans des clips. Oui. Je côtoyais souvent des artistes. J'allais me voir dans un clip de X Malea comme figurant ou bien de Jovi ou Numérica avec qui j'étais un peu proche parce que Numérica aussi c'est l'ami de mon petit frère en question. Donc du coup, de fil en aiguille, on a commencé à se côtoyer et il a commencé à m'appeler manager. J'ai dit, voilà. Donc j'ai pris l'affaire au sérieux, j'ai dit ok. Allons-y. C'est comme ça, après je m'envole pour la France pour aller continuer après ma licence pour aller faire mon master. Je parle avec un vieil ami parce que je cherchais un producteur à ce moment-là. Je pensais pas avoir d'argent parce que quand on dit producteur, c'est assez gros. Oui. J'ai 25 ans. Je viens de commencer mes études supérieures de l'autre côté.
je parle avec un vieil ami, Kevin Ketchanga. Je lui dis, je sais que tu connais quand même ces 2-3 personnes qui ont les dos là. Est-ce que c'est possible? Et tu as une marque de vêtements que tu fais souvent porter aux artistes. Parce que Kevin Ketchanga, il avait une marque de vêtements, il faisait porter ça à des artistes. Déjà à des artistes nigérians, quand ils montaient là, Davido, Wizkid. Je lui dis, il n'y a pas moyen de connecter. C'est là qu'il me demande, mais fais-moi écouter la musique de l'artiste. Il avait déjà fait quelques maquettes. Il écoute. Il me dit, c'est intéressant. Mais pourquoi nous, on ne le produit pas? Je dis, mais on prend l'argent où? Il faut combien? Je dis, pour le début, je dis, mais commençons et après on voit. C'est comme ça qu'il dit, toi, tu as l'air de maîtriser. Parce que après, je suis allé apprendre exactement sur YouTube, sur Google, comment ça se passe, management et tout le reste pour voir. Il dit, tu as l'air de maîtriser. Moi, j'ai 2-3 contacts. Toi-même, tu as l'air d'avoir des contacts. Si on fait un truc, pourquoi? C'est d'où est né Big Dreams, c'est en janvier 2015 officiellement, on crée Big Dreams en locaux. Il accepte il dit, on est 3 jeunes. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Pourquoi le nom Big Dreams? Big Dreams parce que nous sommes des grands rêveurs en fait. On cherchait quelque chose qui renvoie à la grandeur. On commence tout petit, on s'est dit. Comme le rêve ne paie pas les impôts. Moi, je sais pas, qu'est-ce qui te permet de croire au projet malgré que l'environnement est peu fiable en fait? C'est la passion, parce que j'ai découvert que j'avais une passion justement pour tout cela, j'essayais d'avancer. J'avoue que quand tu avances et après tu vois quand même quelques résultats, tu te dis, c'est vrai que c'est compliqué, mais on quitte chaque jour de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire on a commencé en janvier 2015 avec Loco. En décembre, on produisait déjà ses premiers concerts à Yaoundé et à Douala. Donc ça poussait à aller à un certain niveau. J'ai dû lâcher même tout ce que je faisais de l'autre côté. À un moment, j'ai dit, je vais me concentrer dessus parce que cela a besoin. Donc à ce moment-là, j'étais producteur et manager de l'artiste. Donc j'ai pas compris. Je me suis juste laissé emporter par la chose et c'est comme ça qu'on a l'aventure a commencé. Donc quand tu passes la nuit, que le matin, tu regardes ta poche, il y a quelque chose dedans. Ça te donne envie. Alors, tu as parlé déjà de ton premier contact avec Loco. On va dire que c'est en l'écoutant que tu as finalement décidé de te lancer. Mais après, il y a eu Kossi, il y a eu Sojib, il y a eu Sandrine Nanga, il y a eu Chris M. Toi, tu faisais comment pour sentir que ça, c'est bon? C'était quoi tes critères pour recruter ces artistes dans ton label? Sincèrement, c'était pas une méthode, c'était pas une démarche scientifique. Je suis un marketingiste. Ça veut dire que je vois en toi, tu as du talent, mais je vois plus loin. Je dis, ok, ça c'est un produit qui correspond à telle cible. J'essaie de voir comment je peux... En fait, tu travailles comme un marketiste de n'importe quel produit. Exactement. C'est-à-dire que c'est la même méthode de marketing normale. Non, pas la même méthode, vu que chaque produit ne peut pas avoir la même cible, ne peut pas avoir le... Non, quand je dis méthode, je veux dire que même si tu vas chercher la cible de ta tomate, quoi, je veux dire... Exactement. D'où même il y a certains artistes que j'ai souvent aimés, mais je ne pouvais pas travailler avec parce que je ne savais pas ce que je pouvais ajouter à la personne par rapport à la cible qu'il est censé avoir. Si tu es à Douala et ta cible est en France, et je dis, est-ce que je peux? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors que moi, j'aime bien, mais ta cible, quand j'ai... C'est important que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent, moi, je ne comprends pas. Je chante bien, j'ai bien composé, j'ai tout fait, mais je ne sais pas ce qui se passe. On ne signe pas avec moi, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Est-ce que c'est possible donc d'avoir un talent fou, de faire des beaux titres, d'avoir un peu tout, mais de ne pas pouvoir être vendu dans un environnement? Oui, et après ça dépend du vendeur. Moi, humblement, je me dis, est-ce que moi je peux t'apporter quelque chose? Si je ne peux pas, peut-être une autre personne peut avoir une approche différente qui te permet d'arriver à tes fins. C'est un peu ça. Mais moi, je connais mes capacités, je sais quel type de public je peux toucher, je sais comment je peux faire des démarches, je connais tel contact qui peut t'amener à tel endroit. Mais si je ne trouve pas cela au début, tu préfères laisser quelqu'un d'autre. Je ne vais pas te signer avant de commencer à réfléchir. J'ai réfléchi avant. Est-ce que tu pourrais pas avoir, tu n'as pas souvent une démarche de réorientation, c'est-à-dire que tu vois un artiste, il est dans un registre auquel le public n'est pas tout de suite à côté, et tu décides de le prendre quand même et de réorienter vers le public que toi tu peux toucher?
Ça, c'est assez délicat parce que ça vient avec la réorientation même de l'identité de l'artiste. J'ai déjà eu à donner des conseils. Ça veut dire, OK, tu as un potentiel, tu peux faire plusieurs choses. Il y a des artistes qui peuvent faire plusieurs choses. Oui. Maintenant, quand je découvre Kosi, par exemple, oui. Ce qui nous impressionne, c'est sa capacité à rapper rapidement et faire pas mal de choses. Oui. Il avait déjà des petits airs mélodiques, mais c'était cette capacité-là. Mais c'est quand, à l'intérieur, on découvre que, il peut faire des efforts en chant. Voilà, et lui-même, il le ressent, il comprend que dans notre musique, dans notre milieu, il faut de la mélodie il faut que les gens chantent avec toi. Avec toi, c'est ça. Si tu peux rapper comme tu veux, on va dire tu es trop fort. Oui. Le tu es trop fort, ça arrête là, mais on va pas faire le replay button, genre on réécoute et on chante avec toi. C'est-à-dire, même son idole Sarkozy, ses plus gros tubes commerciaux, il a appelé quelqu'un en feat pour faire, mais il va pas appeler les gens tout le temps en feat. Il s'est dit, si je peux chanter, pourquoi pas me concentrer dessus et mettre toujours un peu de rap parce qu'il y a des gens qui aiment bien. Sûr. Mais ce rap-là lui aurait peut-être juste donné un succès d'estime. Genre, on dit, lui, il est trop fort. Ouais. Mais commercialement, est-ce que ça devait tourner? Est-ce que le petit enfant de 5 ans pourrait chanter ou la maman? Je rejoins Joe pour comprendre. Oui. En même temps, on dit que l'artiste doit être libre dans création. Mais en même temps, à côté, il faut penser à ce qu'on doit vendre. Comment est-ce que toi, qui es autour d'eux, qui est quand même un peu l'administratif, comment tu essaies de mettre ça ensemble pour que ça donne quelque chose qui ne détruit pas en même temps ce que l'artiste lui-même ressent et souhaite? Clairement, ça vient de l'artiste même. Et les attentes ne peuvent pas être pareilles. C'est pourquoi je ne veux pas souvent réorienter tout le monde vers le commercial, mais il faudrait savoir que dans ce que tu fais, il faudrait juste savoir c'est quoi les attentes. Si tu fais tel type de musique, il faut savoir que ça c'est une musique de niche et tu t'attends à un public de niche. Et tu n'attends pas à être une rockstar alors que tu fais une musique de niche. Les attentes, tout le monde ne veut pas être une grosse star. Oui, bien sûr. Qui touche toutes les couches de la société. Maintenant, la niche peut grandir, la communauté peut grandir, ou même la culture dans un pays peut évoluer dans un certain sens. Mais il faut juste être conscient de ce que tu veux faire. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Parce que tout le temps, quand tu rencontres un producteur camerounais, il dit les artistes sont ingrats. Je ne suis plus avec lui. Hey, papa, il partait jouer dans les trucs, il disait que c'est pour son cousin, il fait des trucs. Tu n'as pas eu ça? Est-ce que j'ai eu ça? Les contrats, est-ce que les artistes chez toi? Je pense que j'ai souvent été très méthodique. J'ai jamais vraiment eu de conflit de respect de contrat. C'est vrai que tu peux avoir une certaine petite déception quand tu finis, parce que moi d'habitude je signais pas plus de 3 ans les artistes. Oui. Peut-être une erreur parce que ça ne te permet pas souvent de faire le développement du début jusqu'à la fin comme tu veux. Mais au début je signais 3 ans, je dis ok, ça va bien se passer. On va renouveler. On va renouveler ce mois-là. Et dit, peut-être je peux voler de mes propres ailes. Ça fait un peu mal parce que c'est une rupture. Même, et il ne le dit pas en mode tu travailles trop mal. Il te dit, ouais, c'était bien, merci pour tout, mais je veux pouvoir évoluer de mes propres ailes. C'est son droit le plus absolu. Donc, si tu penses que ce que tu commences, ça va te prendre un certain temps, mieux tu mets ce contrat-là jusqu'à tu dis, ok, voilà, comme un mandat présidentiel normal ou bien n'importe quel mandat, tu sais que de l'étape 1 jusqu'à l'étape 5 où tu atteins, ça te prend peut-être 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, on ne sait pas. Et en expliquant bien sûr le processus à l'artiste dès le départ, que voilà ce que je vais faire de toi, voilà. Est-ce que tu es prêt à attendre tout ce temps-là, et on travaille ensemble comme ça. Quand on finit la première étape, parce qu'il peut y avoir une deuxième étape, au moins on finit la première étape, financièrement, nous deux, on est correct, et on a pu faire des choses et on se salue. Joe, tu voulais poser une question? Oui, non, je veux dire qu'il y a des gens qui pensent que ça n'a pas permis au label camerounais de devenir très puissant. C'est-à-dire que, le fait qu'ils partent que les artistes partent très tôt. C'est-à-dire que on imagine, quand on fait une cartographie, on imagine que si les artistes Big Dream étaient restés, ceux du début, étaient restés jusqu'aujourd'hui, Big Dream serait suffisamment puissant au point d'aller produire au Nigeria, d'aller produire en Côte d'Ivoire. C'est une probabilité, mais après, il y a la réalité, je ne peux pas me baser sur les si. Le Kosi, par exemple, quand on a fait 3 ans, on s'est séparés, c'était un peu avec une douleur, mais on se revoit quelques mois plus tard. Il me dit merci
merci parce que si je n'avais pas commencé à me produire seul, je n'aurais pas compris certaines difficultés que tu as. Oui, il avait dit ça ici. Certaines difficultés que tu avais. Tu as fait un travail merveilleux et merci. Mais si j'étais resté juste dans le contrat, je devais juste garder la casquette d'artiste et j'allais même te faire chier plus qu'autre chose parce que j'allais pas comprendre ce qui se passe clairement. Alors aujourd'hui, Big Dream a 10 ans. Quel bilan tu peux en faire? C'est un bilan plus que positif parce que je pense que quand on voit l'univers culturel camerounais, urbain aujourd'hui, on a pas mal de gens avec qui on a collaboré de très près ou un peu moins, qui font des choses et qui produisent même d'autres artistes. Donc ça veut dire que Big Dream a des enfants et des petits-enfants à un certain niveau. Donc je ne peux que dire que c'est positif. Et oui. Voilà. Et à l'occasion de ces 10 ans, tu lances Big Dreams Academy. Parle-nous de ce nouveau concept qui rentre toujours. On va dire que c'est un peu la suite logique. Hein. Exactement. Big Dreams Academy, c'est juste une manière d'assumer le positionnement qu'on nous a donné dans cette industrie de dénicheurs, de pépinières. Donc c'est comme une école de formation. Donc on n'a plus forcément... Je veux dire, Big Dreams Academy n'entre pas dans la logique de on va aller le plus loin possible avec les artistes. Ça veut dire on crée la base, et une base claire, et on sait que, ok, on a formé la base et le reste... Vous faites la fondation et le reste, c'est chacun qui se construit. On fait la fondation et le reste. On peut produire un peu jusqu'à un certain niveau, mais on n'a pas l'ambition d'aller le plus loin possible. C'est comme toute école de formation comme au foot. Big Dreams Academy, c'est une plateforme qui va permettre aux artistes, interprètes, ça veut dire rappeurs, chanteurs, des beatmakers, des réalisateurs et des danseurs, de se retrouver au même endroit où ils vont recevoir une formation en accéléré des professionnels de la musique et des anciens alumni de Big Dreams qui vont venir leur donner quelques conseils. Et ça, c'est sur le plan théorique. Et la pratique sera la production à chaque fois d'un album collaboratif où ils vont apprendre aussi l'un de l'autre à faire des choses. Et à la fin de l'an, on sort avec un album, avec des clips, et où tout le monde a contribué et tout le monde peut ressentir même dans ses poches qu'il a eu et parce que c'est un album qui va être vendu et dont les retombées vont être redistribuées à ces artistes-là. À la fin, ceux qui vont le plus se distinguer vont signer sous le label pour qu'on aille un peu plus loin avec eux. Et les autres, ils auront eu une exposition, un apprentissage et ils auront eu des projets concrets sur lesquels ils ont travaillé et qu'ils peuvent défendre d'une manière ou d'une autre. Wow. Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi aujourd'hui? Tu veux te marier? Il faut regarder ta caméra par contre. Il faut dire ce que tu souhaites. Ce que je souhaite, c'est de rendre ma mère un peu plus fière. Parce que c'est un gros support depuis le départ. On peut faire des fais son homonyme. Il faut donner l'homonyme de maman. Tu fais l'homonyme de maman, non? Ah, peut-être c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est pas possible. Toi, tu as dit ça à Fidine, non? Que le maman a 2 ans. Exactement. Peut-être avec l'autre. Qu'est-ce que tu souhaites au plus profond de toi aujourd'hui? C'est exactement ça. C'est de la rendre fière. Et c'est à travers quoi? C'est à travers... Vu que je sais que c'est l'aboutissement de mes projets, et mes projets, je ne suis pas seul, et des projets avec des gens qui va le permettre, c'est d'avoir encore plus d'artistes qui sortent avec la casquette Big Dreams et qui puissent inspirer d'autres. C'est un empire qu'on construit et ça passe par des années, plusieurs générations. Ouais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'environnement de l'industrie au Cameroun, tu as l'impression, même si on voit bien qu'il y a des pics, ça va, c'est pas mal, mais encore, on se demande, quand on regarde des pics de succès et on regarde comment vivent ceux qui ont le succès, il y a un grand décalage. Est-ce que tu penses qu'un jour, ce décalage-là va réduire? Oui, on espoir, parce que je pense que entre hier et aujourd'hui, il y a toujours eu un pas. Ouais. Avant la génération des producteurs entre 2013, 2014, 2015, il y a eu une période où un artiste urbain ne pouvait pas prétendre avoir touché 1 million de francs parce qu'il a presté pendant 30 minutes quelque part. Aujourd'hui, c'est devenu naturel. Ou alors, on parlait, un manager ne pouvait même pas avoir un visa pour aller quelque part. En même temps, les charges vont augmenter. Hein. Maintenant, pour acheter à manger, pour vivre, ce n'est plus... Est-ce qu'on n'est pas dans le même... Est-ce
est-ce que c'est pas la même chose? On voyait menace même parce que le 1 loyer. million d'aujourd'hui, c'était peut-être 300 000 ou 200 000 d'hier. Oui. Est-ce qu'on ne sait pas toujours la même chose? Parce que justement, on voit les artistes. Oui, mais je le veux dire succès est même- tellement trop haut par rapport à leur vie, à leur niveau de vie. C'est trop. Oui, c'est clair que ça exagéré. c'est un de mes combats, c'est que ça, parce que Oui, quand je c'est ça, vois avec le même niveau de notoriété à l'extérieur, ce que les gars, Voilà, comment c'est les ça. gars vivent, c'est clair que c'est un combat qui reste là, mais je ne peux pas cracher sur Non, on ne l'évolution crache pas sur ce parce qui que est parce déjà que fait, bien ce n'est pas c'est une éducation sur le plan culturel de voilà un artiste, c'est quelqu'un qui a 15 ans Oui. de carrière où il peut être au top. Ça veut dire que pendant ces 15 ans-là, c'est là où il doit maximiser les sons pour qu'après, il n'y ait pas de SOS. Parce que les gens ont souvent C'est ça. l'impression que, ouais, pour 30 minutes, Mais pour j'ai un petit l'impression truc. que la jeune ouais. génération est quand même différente. C'est pas, je pense qu'à force de voir les anciens qui vont pas très bien après, je sais pas, 20 ans, 30 ans de carrière, je pense que ça a joué sur les cerveaux. J'ai l'impression qu'ils beaucoup investissent. Ouais. Sauf si je me Oui, trompe. oui, avec raison. La plupart veulent rapidement avoir d'abord leur maison. Ils veulent pas des problèmes, comme on dit. Ils ont peur de la suite. On a l'impression. Oui, Ils et sont même pas seulement par rapport au traumatisés. SOS, et même pour ne pas être conditionné par l'offre du marché. Du Ça veut marché, dire c'est que ça. il y a plein qui font d'autres business à côté pour dire Ouais, ah comme ça. voilà mon prix. Si je ne veux pas, Voilà. je continue à manger. C'est ça. C'est un peu dommage parce que c'est comme si la musique est devenue un métier à temps partiel. Partiel, oui, attention. Mais ça aide à- ça aide à Parce que le équilibrer, bailleur à est souvent supporter. violent quand il sait Voilà. que tu as eu l'argent hier Yeah, et que c'est tu n'as tout rien un fait grand avec. concert. Quand il vient prendre son argent, On est avec Gervais! Big Dream Academy, c'est le projet sur lequel désormais, oui. Je voulais demander, on est en fait, l'un des cardio. problèmes dont on parle ici concernant la musique, c'est qu'on estime qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui mettent de l'argent, il n'y a pas suffisamment de producteurs. Là, par exemple, tu es dans la posture de producteur. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à ceux, par exemple, qui auraient de l'argent sur eux, mais qui hésitent à investir? Est-ce que ça rapporte vraiment? Est-ce que quelqu'un, un bailleur de fonds, peut mettre son argent sur un artiste, je sais pas, Sojip, Loco, Christelle, Et nanana, récupérer vraiment son récupérer investissement. au bout que le bénéfice. Ah, bénéfice. Clairement, et Occupé avec bénéfice. clairement, et surtout que tous les types de ressources ont changé et certaines frontières sont ouvertes. Tout à l'heure, j'étais avec un ami qui est distributeur, par exemple, de musique, Davy, et il me donnait un exemple. Il me dit, coup du marteau, en un an, le son ivoirien a fait 500 000 euros que le Tamsi. Il a gagné. Ça, c'est un titre. Un titre. 500 000 euros. Ça, c'est en un Parce que titre. le titre a fait le tour du monde. Ça fait le tour du monde. C'est pour Aujourd'hui, le monde est assez ouvert. Oui. On n'a plus besoin On ne sait pas d'investir. quel titre fera le tour du Exactement. monde. On se lance. Je ne veux pas me baser sur un titre C'est le pour risque. juger la carrière, mais c'est pour dire, c'est un exemple pour C'est un dire exemple, qu'il y a c'est de l'argent possible. dans la musique si, Oui. si les choses sont bien faites. Et c'est plus facile aujourd'hui qu'avant de s'internationaliser. Mais on dit du Cameroun qu'on n'a pas assez de ressources humaines qui ont des contacts et qui maîtrisent le marché sur le plan international pour pouvoir introduire de manière efficace nos produits dans l'industrie. Moi, je dis que c'est faux. Et tout produit camerounais peut se vendre. Je veux dire, il y a même des produits insoupçonnés qui prennent Bad Nova, c'est un exemple, qui a pris le monde entier. Même nos artistes, Chris M, elle est écoutée dans toute l'Afrique francophone. Même les Kossi qui sont écoutés partout, ils montent, ils descendent. Ça veut dire qu'il y a de l'argent dans la musique. Il faut juste que tout se fasse de manière structurée. Et les choses, quand on dit structuré, même pas à un niveau macro, ça veut dire que même si un label est géré comme une entreprise normale, avec pour produire la musique, ça peut marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Alors, on va rentrer dans quelque chose de plus compliqué, parce que ce qu'on demande, je ne sais pas si ça se pourrait, peut-être si les députés nous écoutent et tout ça, devons-nous revoir la loi autour des sanctions liées aux violences conjugales? C'est le thème de ce soir. Quelles sanctions proposeriez-vous? C'est la question, en tout cas, que nous avons posée. Tu réfléchis un peu, Gervais. Et on n'est que deux femmes. Ça, c'est simple. C'est simple. Un homme qui a battu une femme, on lui fait la balançoire. C'est pas vrai, toi. Oui! Alors, on va écouter deux messages, s'il te D'accord, plaît. deux messages. On a Samoura Tchako, c'est comment? On est là. Nous devrons revoir la loi autour des sanctions liées aux violences conjugales, Oui. d'autant plus que l'homme profite de la fragilité de la femme et de sa soumission pour infliger une blessure comme sanction
Nous devons lui enlever ses droits parentaux avec preuve à l'appui, l'emprisonner pour au moins 5 ans avec des amendes, lui exiger une thérapie obligatoire qui l'aidera aussi à long terme. José Lessi, c'est comment? On est là. Oui, cette loi devrait être améliorée en attribuant des sanctions plus sévères aux hommes violents, en sensibilisant les femmes sur l'importance de dénoncer et de partir dès le premier coup, afin d'accorder plus d'importance à ce problème qui semble être pris à la légère. Voilà. Et on va regarder quelques personnes qui ont répondu au micro de notre chère Fatima Lydia. Elle était en compagnie de Yves Nunga. Je crois qu'il faut revoir les sanctions de la loi parce que, en fait, la femme est un être humain. C'est quelqu'un qui a les droits comme tout le monde. Ôter la vie d'une personne, mais vous allez en prison pour toujours, vous ne revenez plus. Vous restez là-bas, vous n'êtes pas quelqu'un qui doit être dans cette société-ci. Une sanction comme celle-là, un autre va dire, bon, s'il n'a eu qu'un sursis et 50 mois, si je vais y aller, je vais me taper sur ma femme et puis voilà quoi. Nul n'a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un d'autre. Même tes parents qui t'ont accouché n'ont pas le droit de mort sur toi. Ils ont fait leur devoir de te mettre au monde. Il n'y a même pas une question de sanction. Celui-là, il doit rester en prison définitivement. Il ne doit plus jamais ressortir parce que c'est un danger pour la société. En vérité, les comportements aujourd'hui sont vraiment à voir. Quand vous regardez la femme, la jeune fille d'aujourd'hui ou la femme d'aujourd'hui, elle est tellement insolente. Je ne dis pas que j'encourage la violence, mais en vérité, la jeune fille aujourd'hui est tellement insolente. C'est elle qui a la parole au lieu de son mari. Donc ça pousse à des exactions. Hormis le cadre conjugal, je pense que la femme c'est un être humain. Un humain ne devrait pas la traiter de la sorte. Donc je pense que notre gouvernement ou alors notre État, notre justice devrait encore mettre un peu plus d'accent, c'est-à-dire protéger encore cette femme-là qui est pour moi un être vulnérable. Non, on laisse la sanction comme ça. On ne peut pas augmenter, on laisse comme ça. Il y a des femmes que quand tu l'amènes à la maison, tu sors, par exemple, comme je suis ici au travail, je prends une petite permission, je rentre. Tu vas trouver qu'il y avait un homme encore comme moi, il couche dans votre lit conjugal. Ça là c'est énervant. Tu peux arriver à trouver que tu ne connais pas l'homme, mais elle connaît l'homme. J'aurais vraiment aimé qu'on sanctionne la personne de plus lourde de peine. Aller de 5 ans à 10 ans ou de 5 ans à 20 ans d'emprisonnement ferme. Il n'y a même pas de prison, sursis, de trucs. Il doit purger ses peines. Il ne faut pas que ce genre de crimes répète dans notre pays. Ça n'honore pas vraiment notre pays. Qui en puisse parler, c'est tant mieux, c'est un bon choix, Fatima, de faire parler les hommes. Parce qu'on les entend pas trop, on les entend pas trop. D'habitude, tu dis que l'équilibre. Non, ici, je dis pas l'équilibre, parce que, et tu as vu pourquoi, hein, c'est bien que les hommes parlent aussi, parce que j'estime que les femmes, quand elles parlent, on dit qu'elles parlent trop. Il y a un donc, vieux là. quand un homme parle, au moins, ça marche plus. Alors, Gervais, toi? C'est pareil, hein, il faut renforcer cela. Ça veut dire, s'il y a mort, déjà, c'est la peine de mort. C'est un homme qui tue un être humain qui tue un autre. Même si ça ne va pas jusqu'à la mort, il faudrait qu'il y ait des sanctions qui... Plus lourdes, c'est ça? Parce que là, il y a la possibilité de faire 5 ans avec sursis. Hein, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. C'est possible. C'est pas que c'est la juge qui a décidé. Ça fait partie des sanctions possibles. Elle a choisi celle-là. Donc clairement, ça veut dire que même s'il y a avertissement, même ça doit toucher l'emploi du gars, ça veut dire qu'il y ait plus de sanctions. On cherche toutes les sanctions possibles. Le plus loin possible, ce qui fait mal. Ça veut dire si on touche tes poches, ça veut dire toucher tes poches, c'est ne plus te permettre de travailler même si tu es fonctionnaire ou bien qu'on trouve quelque chose. Qu'on trouve des sanctions, même au-delà même de la prison. Oui, bien sûr. En fait, le but est de dissuader. De dissuader, décourager, parce que ça ne devrait pas être une option en fait de frapper. Tu n'as pas de droit sur quelqu'un qui est sur un être humain. Il y a quand même un monsieur qui a levé l'équivoque sur un sujet là qui me fait un peu réfléchir. Il dit que la jeune fille est devenue insolente. Comme le garçon. C'est pas seulement les filles. Non, je ne suis pas en train de dire que... Non, pour dire que c'est tout le monde qui devient insolent dans le monde entier. C'est la société qui est comme ça. C'est pas l'espèce. C'est pas la jeune fille
Non, c'est ta jeune fille peut-être. Il faut quand même qu'on vérifie ça. C'est ta jeune fille. Je suis pas d'accord. Bon, je dirais que moi, je reprendrai celui qui a parlé de le droit à la vie. C'est-à-dire que même quand vous avez donné la vie à un enfant, vous n'avez pas le droit de la lui reprendre. Pour moi, dès qu'il y a mort d'homme quelque part, il n'y a plus de respect. Pour moi, on doit être le plus impitoyable possible. C'est pas parce qu'on est insolent qu'on doit être tapé et tué. Non. Donc l'insolence n'a pas de place ici. Si ta personne est insolente, tu sais ce qu'il faut faire. Voilà. C'est pas à nous d'éduquer notre compagne, c'est à ses parents. Après, voilà, si tu as choisi bien la bonne compagne, vous quittez. Vous n'êtes pas obligé de... Tu veux pouvoir vous taper sur une famille. Voilà, on va aller retrouver, s'il vous plaît, Clarence Yongo, qui est PDG de Griotte, et vous le savez, défenseuse des droits de la femme. Ce qu'il faut savoir dans l'affaire Diane Yango, c'est qu'il y a eu relève d'appel du parquet et de l'avocate qu'est maître Charlotte Chakonte. Donc le parquet c'était le même jour, le premier, et maître Chakonte c'était le lendemain. Et effectivement, la relève d'appel c'est pour montrer qu'il y a eu inéquité. Et c'est pour montrer qu'il y a eu injustice de la justice. C'est pour montrer qu'il y a des choses à revoir. Oui, sur le plan judiciaire, on nous dit que c'est la loi et on est resté conforme à la loi. Mais si une loi est désuète, qu'est-ce qu'on en fait? On l'utilise dans un contexte comme celui-ci où on a des cas de violence qui se multiplient. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, il est question de dire il faut revoir les choses et c'est la raison pour laquelle il y a eu relève d'appel. Parce que ça doit faire jurisprudence en même temps. Je ne suis pas juriste, mais les sanctions doivent être sévères. Les sanctions doivent être dissuasives. Ça doit servir de cas d'école. Parce qu'une sanction doit permettre à une société de savoir que si on acte de telle façon, on aura tel type de sanction. Et donc, ça doit être dissuasif. Mais lorsqu'une sanction n'est pas dissuasive, c'est problématique. Je ne suis pas du tout d'accord qu'on soit dans une société de monoparentalité. Absolument pas. Je ne suis absolument pas d'accord qu'on soit dans une société où la famille est effritée. Absolument pas. Mais nous devons être dans une société d'équité. Lorsqu'on l'aura compris et qu'on aura sensibilisé et formé les hommes et les femmes à ça, nous aurons une société équilibrée. Le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de solutions contextuelles. Pourtant, elles existent. On ne va pas aller chercher des solutions des solutions ailleurs, alors que nous avons un passé. Nos parents ont vécu d'une certaine façon. On doit pouvoir corriger certaines choses, améliorer ce qui doit être amélioré pour avoir une société telle que nous le souhaitons, pas une société désossée. Eh oui, c'est dit. Elle s'appelle Clarence Yongo. Surtout on a enlevé les os, c'est pas normal. Désossé. Eh bien oui, c'est important quand même, hein, s'il vous plaît, c'est très important ce qu'a dit Clarence. Et c'est important de voir quand même que les sanctions peuvent ne pas être satisfaisantes pour beaucoup, mais on dit qu'il y a des circonstances, hein, ça dépend aussi dans les débats, qu'il y a des circonstances qui atténuent certaines choses. Seulement que dans ce cas-ci, on ne pense pas que la personne qui est accusée ait droit à ces circonstances atténuantes. C'est juste ça. Mais il y a des circonstances atténuantes dans des homicides involontaires, ça existe. Par exemple, si vous cognez quelqu'un et qu'il décède avec votre voiture, surtout si vous n'avez pas bu d'alcool, c'est-à-dire qu'il y a certainement, à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver dehors, hein, mais avec, voilà, c'est-à-dire que vous êtes emprisonné avec sursis. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est d'office, c'est sursis pour tout le monde. C'est pas vrai. Hein. Alors, pour le sondage, on a 90% des personnes qui pensent qu'on doit revoir la loi sur les sanctions. 10% là, c'est violence conjugale, voilà. Et 10% trouvent que non, la loi, elle est suffisante comme ça, avec les sanctions. On n'a pas besoin de la retoucher. La raison, c'est les sentences actuelles sont trop légères. Si on ne punit pas fermement, la personne recommence. La loi ne protège pas assez vite les victimes, surtout dans les cas urgents. Et pour les personnes qui disent que la loi est suffisante, ce n'est pas la loi le problème, mais son application. Il faut aussi apprendre à mieux vivre en couple avec plus de respect des deux côtés. Ben oui. Oui, je suis d'accord aussi avec les 10% là. Ce n'est pas la loi le problème. Parce que la dame aurait pu choisir aussi de dire que 10 ans. Mais il y a quand même le plus bas qui est faible. Oui, elle faut bien aller faire ça. On est en compagnie de Gervais. On va se quitter dans un instant. Je vous propose qu'on fasse ces People Post à la place. On y va? On y va. Oui. Dans
les People Post. Oui, qu'est-ce qu'on a? Voilà, elle a cru en son projet. Comme Gervais, notre invité, elle a cru, elle a implémenté, elle a réussi. C'est notre chef Frida Chocobronzé qui est désormais propriétaire d'une maison de production. Tenez-vous bien, qui porte le nom de sa maman chérie, a toujours Monique Production. Oui, elle a annoncé la nouvelle le jour de son anniversaire, le 6 avril. Donc, félicitations à toi, Frida. On te souhaite beaucoup de choses. Un autre défi relevé, c'est celui de Zafran. Oui, il est descendu dans les rues avec à ses côtés les people, les stars, les internautes, vraiment toutes les personnes qui luttent contre l'insalubrité, on va dire. Défi relevé également pour lui. Félicitations pour l'initiative qui était une campagne d'hygiène et de nettoyage après le lancement du challenge poubelle. Défi relevé également pour Cola Sucré. Malgré la petite défaite, le web comédien a effectivement combattu à Ako pendant qu'il y a une compétition du MMA au Nigeria. Même s'il ne remporte pas la victoire, il dit être fier de son parcours et il s'est relevé avec courage comme un lion indomptable. Du courage et de la force, il le fait également pour les artistes. C'est Sandrine Nanga qui nous en parle. Elle essaie de jouer le rôle de la petite voix qui nous rappelle qu'il y a plein d'événements qui arrivent. Papa Bendeka, il y a son concert, il y a Lidl, il y a Sissoul, il y a bien sûr le Rabarabi, Petit Pays. Est-ce qu'on va tenir? On ne sait pas. Est-ce qu'on va tenir? On ne sait pas, mais c'est qui est sûr, on est là. Et Sissoul également, il est là et il met déjà ses fans en condition pour son concert qui se tiendra le 12 avril. Au palais de congrès de Yaoundé. Il a laissé un petit jeu sur sa page, il faut aller regarder des paroles, vous trouvez les titres de la chanson et peut-être vous allez gagner des places, qui sait. Donc allez sur son compte, partagez, likez, faites tout ce qu'il faut faire en fait. Et merci Haroun. On va se quitter Gervais, il est l'heure. Ah déjà? Ben oui, c'est comme ça. Ça prend Gervais, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil. On croise les doigts pour Big Dream Academy. Yes, exactement. Ouais. Il y a sur le site, juste pour rappeler que tout le monde peut s'inscrire, c'est jusqu'au 12 avril. Jusqu'au 12 avril, sur le site internet. La première cuvée, c'est ça? Pardon? Non, on ne paye rien du tout. Il y a juste sur le site bigdreamsacademy.org. Je peux m'inscrire? Tout le monde. Ah, d'accord. Si tu penses avoir du talent, le site il est assez simple, tout le monde peut tu mets audio, vidéo, un lien. Moi, je m'inscris dans le secteur. Non, toi, tu peux danser. Bon, on va se quitter. Merci à tous, merci à toute l'équipe. Bien des choses à vous. On se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Voilà. Ciao. Ciao, ciao. Pas d'excès.